Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des territoires. Alors, le Hub des territoires, c'est un lieu unique pensé pour partager, pour accompagner des projets de territoire. Alors, au sein du Hub, on met en contact des collectivités territoriales, des entreprises, des startups, des associations, des bailleurs sociaux autour d'événements, d'ateliers. Le but, c'est de développer des projets et de faciliter le passage à l'action sur les territoires. C'est aujourd'hui notre quatrième séquence des rendez-vous de l'innovation des EPL, un format qui vous propose 30 minutes d'éclairage sur l'innovation. Les 3 premiers sont disponibles en replay. Vous pouvez y accéder directement avec ces QR codes qui s'affichent sous vos yeux. Une autre info également qui peut vous intéresser, nous avons démarré au Hub un cycle d'événements sur l'adaptation au changement climatique. Notre premier événement a eu lieu le 17 juin 2025, il est déjà disponible en replay. Et notre prochain a lieu le 16 septembre. Il portera sur l'assurabilité des territoires. Donc, je vous encourage dès maintenant à vous inscrire si vous le souhaitez, également donc, via ce QR code qui s'affiche. Tous nos événements sont donc disponibles en replay et sont ouverts à tous. Aujourd'hui, on parle du tourisme face au changement climatique. Est-ce que le tourisme peut être résilient face au changement climatique? Comment mettre en œuvre une stratégie innovante de tourisme durable? Et pour ça, je laisse tout de suite la parole à Jean-Baptiste Béoutis, directeur d'investissement à la Banque des Territoires, qui va animer ce rendez-vous. Bonjour à tous. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous de l'innovation des EPL. La Banque des Territoires et la Fédération des élus des EPL ont lancé le parcours Territoire d'économie mixte, innovant et résilient en octobre dernier pour accompagner les EPL à innover en matière d'adaptation au changement climatique. La Banque des Territoires déploie dans ce cadre-là 5 millions d'euros de crédits, de financement et de cofinancement pour financer aux actions de formation de personnel et la réalisation d'études sur les opérations innovantes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la 4e édition de ce rendez-vous d'innovation. Pendant 30 minutes, nous serons en direct avec la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer et la Société d'économie mixte des Saintes-Maries-de-la-Mer, la CEMIS, qui gère les équipements touristiques de la commune. Nous parlerons plus spécifiquement de la stratégie durable conduite par la CEMIS pour embarquer les plaisanciers et le territoire dans les actions de lutte contre le changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le fil de discussion. On y répondra dans un temps dédié en fin de période. La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer est emblématique de la Camargue, avec un patrimoine vivant, paysager et culturel unique qui attire chaque année plusieurs millions de touristes. Montée des eaux, sécheresse, les Saintes-Maries-de-la-Mer sont fortement exposées aux effets du changement climatique. Ainsi, selon le BRGM, le Bureau de recherche de généalogie et minier, c'est 91% du territoire de Sainte-Marie-de-la-Mer qui serait submergé en 2100 en cas de tempête de fréquence moyenne. Pour y répondre, la ville Sainte-Marie-de-la-Mer et la CEMIS ont décidé de mettre en avant une stratégie de tourisme durable, alors que le secteur du tourisme contribue à près de 11% des émissions de gaz à effet de serre en France et que les écosystèmes sont déjà impactés. Nous allons pouvoir étudier cette stratégie. Et pour répondre à cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Fortuit. Vous êtes directeur délégué de la CEMIS. Et je me permets d'excuser immédiatement Christelle Hayet, maire de Sainte-Marie-de-la-Mer et présidente de la CEMIS, qui devait se joindre à nous également, mais qui a un empêchement lié au transport notamment. Ma première question, du coup, sera pour vous, Monsieur Fortuit. Bonjour. Bonjour. La ville de Sainte-Marie-de-la-Mer a mis en place des actions pour accompagner la lutte contre les effets du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de donner quelques exemples de ces actions qui ont été mises en place? Donc, j'excuse à mon tour Madame le maire, PDG de la CEMIS. Bonjour à tous. Ce que je peux vous évoquer, c'est par rapport à notre rôle d'opérateur pour le compte de la commune, c'est en effet les enjeux importants pour le territoire.
sur plusieurs thématiques et particulièrement sur la gestion de l'eau douce, l'accès à l'eau douce, les problématiques de remontée du sel, donc ce qu'on appelle le biseau salé, et donc l'impact on est dans les Bouches-du-Rhône, donc le lien entre l'eau douce qui arrive par le Rhône et l'eau de mer, et qui rend les terres de moins en moins utilisables. Et des problématiques de protection du village, et en particulier par rapport aux remontées du niveau de la mer et des houles qui vont arriver. Donc cette problématique, elle est gérée en lien, entre autres, avec le CIMADREM pour le dernier point que je viens d'évoquer. Et la vision qu'on essaye d'avoir, c'est à la fois une vision de court terme pour apporter une protection et à l'hypercentre du village en particulier, et une vision de long terme à 50-100 ans pour tenir compte des enjeux de plus grande durée. Donc c'est important de prendre ces enjeux sur ces deux thématiques parce que sinon ça sclérose un petit peu le débat. Et les enjeux sont tellement impactants et importants pour un village comme le nôtre, situé au bout du monde, mais un petit coin de paradis dans les Bouches-du-Rhône, que si on ne le prend pas de cette façon, c'est compliqué de trouver des solutions entendables pour tous. Merci beaucoup. On va se recentrer maintenant sur la CEMIS, hein, qui est l'entité que vous dirigez. La CEMIS gère des équipements très différents pour le compte de la commune: camping, port de plaisance, cinéma, parking. Est-ce que vous pouvez nous présenter la CEMIS et nous expliquer comment on construit une stratégie climatique avec cette diversité d'équipements, justement? Ah oui, la CEMIS est l'outil qui accompagne les initiatives de la commune. Petit rappel, on est sur un village de 2200 habitants, on monte à 30 000, 40 000 habitants l'été. Et donc, on est un outil vraiment complémentaire, on va dire, par rapport au service de la ville. Et ça, c'est une chance d'avoir à la fois, on va dire, une bienveillance et un fonctionnement extrêmement efficace avec les services de la ville et à tous les niveaux. Concernant les équipements que nous gérons, ils sont relativement nombreux. C'est quasiment tous les équipements parapublics de la commune qui nous permet, sur un périmètre relativement restreint, même si le village des Saintes-Maries-de-la-Mer est le plus grand village de France, mais d'avoir une vision transversale et une certaine solidarité entre les différentes actions que nous pouvons mener. On est comme un outil relativement important en termes d'entreprise publique locale. C'est 120 collaborateurs l'été, 60 l'hiver, 4000 personnes accueillies chaque nuit dans nos campings, 400 anneaux au niveau de notre port et un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Donc, vous me posiez aussi une question sur voilà, l'approche. Donc là, il y a quelques images de nos actions. Sur la diapo suivante, on met en évidence un petit peu l'approche que l'on a pu avoir pour la transition écologique énergétique. Comme je l'ai dit en introduction, c'est naturel d'avoir à réfléchir sur cette problématique. Le tourisme, il sera durable ou il ne sera plus. Et en tout cas, c'est la vision que l'on a. Et donc, il faut prendre le taureau par les cornes en prenant une image locale. Et donc, il y avait des sujets importants à réfléchir, à travailler avec un certain nombre d'acteurs, experts, pour pouvoir y voir un peu plus clair. On est au cœur du parc naturel régional de Camargue. L'ensemble de notre territoire est dans le parc naturel régional de Camargue, mais il est logique, légitime que la CEMIS, un opérateur très important, plus gros employeur de Sainte-Marie-de-la-Mer, soit proactif sur ces thématiques. Donc dès 2021-2022, une feuille de route a été mise en place, qui a d'ailleurs été cofinancée par la Banque des Territoires, qu'on remercie, pour arriver à définir concrètement les actions à mettre en œuvre. C'est 20 millions d'euros sur 5 ans qui vont être engagés. Donc c'est une véritable transformation, j'allais dire culturelle, managériale, qui se met en place, et un filtre systématique sur l'ensemble de nos actions sur la thématique de la transition écologique énergétique. Ça se passe également par une démarche de labellisation. Donc on peut peut-être passer à la diapo numéro 9.
donc de labellisation qui permet c'est celle juste avant, de challenger les actions qui sont les nôtres. Et c'est les intuitions qu'on peut avoir sur ces thématiques. Et donc, les labels que l'on... C'est encore celle d'après. Encore la diapo d'après, s'il te plaît. Celle d'avant. Donc, non, celle où on voit l'ensemble des actions que l'on mène. Celle-là. Donc, des labels de type clé verte, port propre actif en biodiversité. Donc, on est vraiment sur une action globale et une vision à 360 des projets qui intègrent l'ensemble des enjeux avec nos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions innovantes que vous avez mis en place pour réduire l'impact environnemental de vos activités et sensibiliser le cas échéant le grand public, puisqu'on imagine que c'est aussi un des enjeux du tourisme d'embarquer les plaisanciers? Les plaisanciers et les clients, parce qu'on ne gère pas que le port, et donc sur les clients des différents équipements que l'on peut gérer. Cette slide, elle est intéressante parce qu'on a essayé de formaliser, d'illustrer l'approche que l'on pouvait avoir. Donc la dimension complète des actions que l'on peut porter. Donc on agit à la fois dans la collecte et la valorisation des déchets, concrètement. Donc en particulier avec la gestion des déchets. Prenons l'exemple des déchets organiques. On a mis en place des composteurs. 4000 personnes par nuit, c'est pas neutre. Donc on a une production de déchets organiques qui est extrêmement importante. Et donc on transforme ces déchets organiques en terreau par l'ajout de copeaux de bois. Et les copeaux de bois viennent des espaces verts qui sont débroussaillés chaque année sur notre site. Donc, on est vraiment en circuit court, en économie circulaire, et on réutilise pour faire les plantations sur nos sites. Donc, c'est un exemple parmi d'autres sur la partie déchets. Sur le sujet de l'eau, qui est une thématique extrêmement importante pour nous, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. On est probablement l'un des plus gros consommateurs d'eau, en particulier l'été, avec nos piscines. C'est quasiment 150 mètres cubes d'eau par jour qui sont utilisés pour des contraintes sanitaires, d'avoir de l'eau saine proposée à nos clients. Lorsqu'on est en arrêté sécheresse sur le département, c'est quand même assez étonnant de pouvoir continuer à travailler ainsi. Il est certain que à l'avenir, à court ou moyen terme, il y aura des questions qui se poseront entre l'utilisation loisir et l'utilisation pour vivre, pour boire. Donc, on essaye d'être proactif, de prendre les devants, et donc on a mis en place des systèmes de traitement d'eau à base d'ultraviolet, entre autres, qui permettent de réutiliser un très gros pourcentage, presque 80% de l'eau qui était auparavant rejetée. Donc, c'est pas neutre quand on fait la somme au final. On a également mis en place ce qu'on appelle des douches intelligentes. Donc, c'est des douches avec des bracelets qui permettent à la fois de contrôler le nombre de douches, mais également la durée des douches. Et les clients, ça permet à la fois de sensibiliser les clients à la gestion de l'eau et également d'avoir une utilisation de l'eau de nos sanitaires uniquement par les clients qui y sont autorisés. Et donc, ça amène une consommation d'eau bien inférieure à ce qu'on avait auparavant. On a en premier lieu, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire de suite, tout ce qui est lié à la sobriété en eau de nos sites, et ça passe par la gestion des fuites. La gestion des fuites, c'est 50% des consommations d'eau sur nos équipements. On a des campings qui ont 40 ans, et donc il y a eu un gros travail fait avec des entreprises pour retrouver les fuites et les traiter de manière définitive. Je voulais donc également parler des actions que l'on peut avoir en termes de sensibilisation du grand public. On touche quasiment, on va dire, 360 000 nuitées par an, donc personnes qui dorment dans nos établissements hôteliers. On peut compter aussi les clients du port ou ceux des parkings. Et donc, on touche énormément de monde. Et donc, on travaille sur une sensibilisation, j'allais dire, au quotidien du grand public. Prenons un exemple pour les jeunes enfants dans nos clubs enfants des campings. On a réalisé, mes animateurs ont réalisé une sorte de fresque de climat adaptée au monde de l'hôtellerie de plein air, des campings, et qui est
on va dire, dessiner, retravailler avec les enfants chaque semaine, avec des professionnels du parc naturel régional de Camargue, avec nos amis de l'association ADEC, qui est l'association environnementale locale, qui est très active et qui on accompagne fortement sur beaucoup d'actions. On va sur les plages pour regarder les laisses de mer, donc c'est ce que la mer laisse lorsqu'elle se retire à chaque vague, et regarder ce qui est naturel, ce qui l'est moins. Donc il y a un gros travail de sensibilisation du grand public. On est en vacances, mais on peut quand même agir dans cette direction-là. Du coup, vous parlez des collaborateurs. Très concrètement, comment on les embarque dans cette démarche de sensibilisation, que ce soit sensibilisation du public ou mise en œuvre d'opérations de collecte et de valorisation des déchets, d'économie d'eau sur votre activité? L'adhésion dépend des personnes, comme tout à chacun, qu'ils soient employés ou pas de la CEMIS, de leur histoire aussi. On essaye d'être assez proactif sur ce thème. On a également des actions destinées à nos collaborateurs, même si on n'est pas les plus gros contributeurs d'impact carbone, on va dire, sur le village, au niveau des activités des salariés. C'est important de montrer l'exemple. On ne va pas demander aux clients de faire des choses si on laisse les clims allumés et qu'on ne fait pas le tri des déchets. Concrètement, des actions proactives que l'on a pu mener, c'est par exemple la mise à disposition, donc l'achat de vélos électriques pour les collaborateurs. Donc on est parti au départ, j'ai essayé de savoir combien de personnes étaient intéressées. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à avoir ces retours en interne. On y allait, j'ai annoncé qu'il y avait 3 vélos, j'ai demandé qui était intéressé. Au final, j'ai 20% de l'effectif de la CEMIS qui a été demandeuse. Et donc, on a augmenté le nombre pour répondre à toutes les demandes. Donc, il y a un vélo gratuit, vélo de fonction, qui est offert aux salariés concernés qui sont à des distances raisonnables et qui sont passés à des mobilités douces décarbonées. On a également travaillé, ça a pris une petite année, sur la négociation sur les primes d'intéressement de participation. On était jusqu'à présent sur des primes sur le résultat de la CEMIS, ce qui est bien, et en plus on a un très bon résultat, mais on qualifiait un petit peu moins les aspects qualitatifs d'expérience client et de transition écologique énergétique. Et donc on a mis des indicateurs assez ambitieux de consommation d'eau, d'électricité sur nos sites, de notes également, de retour client, pour pouvoir aussi valoriser la qualité du travail que l'on fait et essayer de motiver par ce biais-là les collaborateurs à aller dans ce sens. Donc le but, parce que je sais qu'ils vont peut-être regarder ce webinaire, c'est bien que la prime elle soit versée à 100%, mais c'est une motivation supplémentaire qu'on amène pour les collaborateurs. Et le dernier point, c'est la sensibilisation du grand public. Elle ne se fait pas par le directeur général délégué ou pas seulement par ce dernier, elle se fait par l'ensemble des collaborateurs, et on voit sur quelques images des animateurs qui sont très impactés et présents pour mettre ces actions en avant. Alors, il y a aussi une brique production d'énergie. Vous portez des projets à l'échelle du territoire, notamment en termes de production d'énergie. Pourquoi ce choix? Donc ça, on peut le voir illustré sur la diapo suivante. On a simplement, on est dans un contexte territorial qui est assez particulier. On est en bout de ligne au Sainte-Marie-de-la-Mer, en bout de réseau Enedis. Et on a également une consommation qui est très importante. On est le plus gros consommateur d'électricité des Sainte-Marie-de-la-Mer. Le budget, on va dire, avec toutes les actions qu'on doit mener, c'est plus de 500 000 euros, probablement autour de 700 000 et même un peu plus par an. Donc, c'est des budgets extrêmement importants. On est également gestionnaire pour le compte de la commune, dans le cadre de délégation de services publics, de foncier très important, avec des éléments bâtis. Et donc, le travail, l'idée qui nous est venue assez rapidement, c'est de voir s'il était possible de produire une partie, toute ou partie de l'électricité dont on avait besoin. Autre élément de contexte, c'est les pompiers qui nous
alertes sur le fait que la présence de gaz sur nos campings est problématique pour leurs interventions et qui préféraient avoir plutôt des équipements qui soient raccordés à l'électricité pour pouvoir intervenir en sécurité. Donc tout ça nous a amené à la réflexion, la mise en place d'un projet de constellation de centrales photovoltaïques en autoconsommation collective. Concrètement, c'est d'avoir sur tous les bâtis qui peuvent l'accepter des panneaux photovoltaïques. Donc c'est l'ensemble de nos mobilhomes, on en a 250 sur les 2 campings, c'est sur les terrasses des mobilhomes, sur les toits des sanitaires, voilà. Donc c'est énormément de petites surfaces, mais qui amènent à la fin à plusieurs milliers de panneaux, on est autour de 6000, probablement un peu plus. Et donc de pouvoir mettre ces panneaux pour pouvoir derrière utiliser cette électricité concrètement sur nos sites. Autre intérêt pour la commune, c'est que en le faisant, il y a des moments où probablement, plus que probablement, l'étude l'a montré, on aura de la surproduction. Et c'est de mettre à disposition gratuitement de la commune, notre délégant et actionnaire principal, cette électricité pour globalement faire des économies d'impôts pour les habitants des Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc on l'a évalué autour de 2,5 millions sur 15 ans, les économies pour les Saintois. Et dernier point, c'est le fait que le coût de l'énergie fluctue énormément. Et donc, même économiquement, avec les budgets de l'ordre de 700 000 euros que l'on a en électricité ou que l'on aura, avec la mise en place également de 50 bornes de recharge de véhicules électriques. Nos clients de camping aujourd'hui nous demandent d'avoir des bornes et qui sont relativement consommatrices. On arrive à développer un projet qui ne coûte en amortissement que 500 000 euros par an. Donc concrètement, faire ce projet-là, c'est faire gagner 200 000 euros sur le compte de résultat par an à la CEMIS. Ce projet a été labellisé il y a 1 an, opération d'intérêt régional par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec l'ensemble des cofinanceurs, dont la Banque des Territoires et banques privées pour certaines qui sont actionnaires de la CEMIS. Alors peut-être une dernière question avant de prendre les questions qui sont dans le fil de discussion, parce que je vois que le temps avance. Vous avez parlé de modèle économique. Vous portez beaucoup d'actions. Comment est-ce qu'on les finance? Vous intervenez dans le cadre d'une concession qui vous a été déléguée par les Saintes-Maries-de-la-Mer. Comment on agit dans ce cadre-là? Il faut déjà bien comprendre qu'on est sur tous nos projets, on ne se place pas en tant qu'investisseur de projets purement de développement de centrales photovoltaïques avec revente, on va dire, directe. On est vraiment dans le cadre de l'exploitation de nos sites. Donc, on reste opérateur touristique. Et donc, l'idée, et ce qui a été vérifié juridiquement et comptablement, c'est de l'adosser sur nos délégations de services publics. Et donc, ça rentre dans les biens de reprise et biens de retour de la délégation de services publics. Donc, ça permet également de rééchelonner, en tout cas de mettre en adéquation la durée de la DSP avec le portage financier du projet et donc de rassurer les banques, les assureurs, l'ensemble des partenaires. Donc, je n'y ai pas dit tout à l'heure, mais un projet comme ça, il peut se faire que si on donne de la confiance à tous, également aux décideurs, parce que ce projet, il reste à arbitrer maintenant pour sa mise en œuvre opérationnelle par le conseil municipal. Et donc, c'est la balle est dans leur camp pour pouvoir donner suite ou non à ce projet. En tout cas, je retiens les enjeux d'articulation entre le délégant et le délégataire. Peut-être pour prendre les premières questions qui ont été posées dans le fil de discussion, il y a une question posée par Monsieur David Serrat. Bonjour, l'échelle d'intervention de la CEMIS est purement communale ou intègre d'autres collectivités proches des Saintes-Maries-de-la-Mer et soumises aux mêmes problématiques? Ce type d'établissement peut-il être adapté à une gouvernance pluriterritoriale, EPCI, voire intra-EPCI? J'ai combien de temps pour répondre? Il nous reste 5 minutes au global. Oui, non, mais je vais être court. Donc la réponse, c'est qu'on est sur une SEM communale, donc le seul actionnaire public, c'est la commune. Après, on a du parapublic avec la Banque des Territoires et l'Office de tourisme, mais on est sur le périmètre des Saintes-Maries-de-la-Mer, même si juridiquement, on pourrait être au-delà. Est-ce qu'on pourrait agir au-delà? Peut-être. Je pense que le village est déjà
de par sa taille et les enjeux qu'il a, on peut déjà amener énormément de choses au village et même au-delà de l'exploitation pure de délégation de services publics. On a aujourd'hui des capitaux relativement importants qui nous permettent d'investir en direct sur des projets et les coporter pour accompagner, aider la ville à porter des projets. Ils peuvent être immobiliers pour les habitants de la commune. Hein. On est sur un foncier qui est limité, un coût qui, comme dans toutes les stations balnéaires, qui a tendance à augmenter. Et donc, les enfants des Saintois ont de plus en plus de mal à pouvoir se loger. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire de cette nature. Donc, moi, voilà, j'imagine plus, même si c'est pas moi le décideur, et donc c'est aux élus et aux administrateurs actionnaires de décider, mais j'imagine davantage des actions dans cette direction pour le bien du village et de la commune, plutôt que d'aller sur des actions de même thématique que celles qu'on gère aujourd'hui sur des territoires plus larges. Merci. Pour la deuxième question de M. Arnaud Burel. Bonjour, vous avez présenté des chiffres quantitatifs. Avez-vous intégré à votre tableau de bord des indicateurs durables? Si oui, quels indicateurs avez-vous choisis et sur quelle base? Cette question, je vais me l'élargir, c'est très compliqué. On me pose souvent la question, est-ce que vous avez fait aussi un bilan carbone ou autre? Il y avait déjà tellement de choses à faire que la priorité qu'on s'est donnée, c'est déjà faire des choses qui avaient du sens et qui, de toute manière, on sait que ça aura un impact. Donc des indicateurs, on met même en place des compteurs pour pouvoir agir derrière, mais on reste une structure historiquement et ancrée dans l'exploitation de nos sites, et on n'a pas encore totalement, on va dire, l'habitude d'avoir cette gestion temps différé d'indicateurs un peu plus complexes. Donc aujourd'hui, je suis sur des indicateurs de consommation d'eau, consommation d'électricité, de quantité de déchets, triés, valorisés. Et donc pour ce deuxième élément de réponse, et en particulier sur la thématique de la biodiversité, parce que c'est le comptage ou la valorisation, elle n'est pas toujours très simple. On s'appuie sur des indicateurs qui sont ceux de nos labels ou nos certifications, et en particulier Clé Verte, et en regardant ce qui se fait aussi sur d'autres sites comparables. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vois que le temps file. Je vais donc me permettre de conclure et de reprendre en synthèse. Moi, je retiens 2 points forts de la stratégie de tourisme durable des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la Sémis. D'abord, l'ambition partagée de la commune et de la Sémis en matière de tourisme durable, avec une action d'exemplarité de la Sémis pour entraîner le territoire. Et on le voit bien à travers le projet de photovoltaïque, qui ne concerne pas que la Sémis, mais qui s'étend aux autres acteurs. Et ensuite, la volonté qui a été la vôtre d'avoir une approche à 360 degrés, c'est-à-dire de ne pas aller sur un seul des aspects de la transition écologique, mais vraiment d'essayer d'avoir une approche plus globale. Merci beaucoup pour cette intervention aujourd'hui. Je sais que c'est forcément un peu frustrant parce que c'est très rapide. Si vous voulez retrouver nos autres événements au Hub des territoires, on pourra se retrouver le mercredi 25 novembre 2025 matin pour la Fabrique de l'innovation des EPL, qui est un événement un peu plus long consacré aussi aux actions des EPL en matière d'adaptation au changement climatique et d'innovation. On pourra se retrouver également mercredi 12 novembre pour l'atelier national du réseau des foncières de redynamisation, donc pour la revitalisation notamment des cœurs de ville et la revitalisation commerciale. Et enfin, mercredi 25 novembre également, en partenariat avec la Fédération des élus des EPL et l'ACET, nos actions pour les EPL en matière de santé. 2 éléments avant de se quitter sur les événements de nos partenaires. Évidemment, le congrès des EPL qui est organisé par la Fédération des EPL et qui se tiendra à Montpellier du 14 au 16 octobre. Nous y serons et nous serons heureux de vous y retrouver. Et également, plus proche en date, les entretiens du cadre de ville qui auront lieu le 9 octobre à Paris et où nous serons également présents. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochains événements Hub. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous.